كاين بروبليم يا جماعه ولا بروف يبان لي خرجت خلاص يا بروبليم دو كونيكسيون كيما البارح واخر. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Très bien. Oui. Donc, Oui, d'accord. Je vais poursuivre. Pardon. Si vous avez un problème, vous pouvez écrire des messages. Hein. Oui. D'accord. Dans la fenêtre, conversation. D'accord, merci. Bon courage. Voilà. Merci. Merci. Donc, d'accord. Oui. Donc, nous avons dit qu'on avait les essais contrôlés où on avait donc les essais contrôlés où nous avons le médicament à tester et nous le comparons à un groupe de référence qui va nous servir de base de comparaison. Donc, c'est ce qu'on appelle le groupe de contrôle. Donc, la condition sine qua non pour avoir un essai de bonne qualité, c'est que les deux groupes soient comparables. Donc, pourquoi est-il important d'insister sur la comparabilité des groupes? Imaginez qu'on parte avec des groupes de constitution différentes. Donc, à la fin, on observera des résultats différents. Donc, au final, la différence observée dans les résultats de l'étude, on ne sait pas si on doit l'attribuer à une différence initiale dans la constitution des groupes ou bien on l'attribue aux résultats différents des différents traitements. Donc, cette comparabilité des groupes est très importante. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Oui. Oui. Très bien. Oui. Nous avons un petit problème de connexion, donc je suis obligée de à chaque fois vérifier. Hein, d'accord? Et je m'excuse vraiment pour la qualité de la connexion. Alors. D'accord. Ça, c'est pour les essais contrôlés. Donc, j'ai parlé de la comparabilité des groupes. Une des techniques pour assurer la comparabilité des groupes, c'est ce qu'on appellera l'appariement. L'appariement, ça vient de pair ou bien de binôme, d'accord, où on est obligé, dans un premier groupe, pour chaque sujet d'un groupe, de lui associer un binôme qui lui ressemble, d'accord, en matière d'âge, de sexe, de niveau intellectuel. Donc, on fait des binômes et on essaye d'avoir des groupes comparables pour le premier traitement et pour le second traitement. Donc, ça, c'est pour l'appariement. Bien. Une des méthodes aussi qui va assurer la comparabilité des groupes, c'est la randomisation. La randomisation, c'est-à-dire le tirage au sort. Alors, on va tirer au sort les sujets qui vont aller dans le premier groupe et dans le deuxième groupe. Comme ça, on ne va pas être subjectif. Par exemple, on sait qu'il y a des sujets assidus qui prennent leur traitement régulièrement et on aura tendance, si on le veut, à les mettre, par exemple, dans le groupe du traitement où c'est pris 3 fois par jour. On sait qu'il prendra son médicament 3 fois par jour. Et inversement, quand on connaît le patient, on sait qu'il n'est pas très assidu, on le mettra intuitivement dans le groupe 2 où il y a une seule prise médicamenteuse par jour. Dans ce cas, on aura créé un déséquilibre dans les groupes. Donc, pour assurer cet équilibre-là, pour ne pas biaiser les groupes, pour ne pas introduire d'erreurs, on procède à la randomisation. Est-ce que cette notion est claire de randomisation? Non, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore répéter? Est-ce que cette notion est claire? Non. Est-ce que vous m'entendez? Non. Non. Très bien. Vous vous rappelez Oui. quand on était... Oui, vous n'avez pas saisi la notion de randomisation? Oui. Oui. Alors,
On va reprendre dès le début. Donc, vous avez compris cette notion d'essai contrôlé où il est important pour nous d'avoir une base de comparaison. Vous avez saisi aussi la notion d'appariement où on peut constituer des binômes pour avoir des groupes comparables. La notion de randomisation, je vais vous renvoyer un petit peu à notre enfance, quand on était au primaire, quand on faisait les compositions de Tarbia Islamia ou de, comment dire, Sorat ou la Mahfoudat, qu'est-ce qu'elle faisait, l'enseignante? Elle nous faisait un tirage au sort. D'accord? C'est pour que tout le monde ait la même chance d'avoir... vous vous rappelez? Oui. Oui. Oui, oui. Donc, pourquoi? C'est pour éviter la subjectivité et pour qu'on puisse équilibrer. Et bien là, c'est la même chose. Donc, on va tirer au sort les sujets. Toi, tu vas prendre le premier médicament. Toi, tu seras dans le deuxième. Et comme ça, on aura assuré la comparabilité des groupes. Est-ce que c'est clair pour cette notion de randomisation? Écrivez-moi, s'il vous plaît, parce que Oui. je lis vos messages. Oui. Oui. Très bien. Oui. Donc, pour la randomisation, c'est acquis. Donc, la randomisation, il faut savoir, à elle seule, ne peut pas assurer l'objectivité totale dans un essai thérapeutique. D'accord. Alors, lorsqu'on a des signes cliniques à recueillir, comme par exemple, est-ce que vous avez des maux de tête, des nausées, ce sont des signes subjectifs et le patient peut être influencé par la nature du traitement. Donc, pour cela, on va procéder aux techniques en aveugle. Aux techniques en aveugle. Donc, soit qu'il y a le simple aveugle, c'est-à-dire que le malade seul ne connaît pas la nature du traitement. Là, on aura quand même un recueil objectif des informations. Ou alors, la technique en double aveugle, ni le malade, ni le médecin qui recueille les résultats ne connaît la nature du traitement administré. À ce moment-là, on aura davantage d'objectivité. Alors, on continue. Est-ce que c'est clair pour le patient? Oui. Le simple et le double aveugle? Oui, c'est clair. Oui. 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 Très bien. Alors, maintenant, on va introduire la notion du crossover. Tout à l'heure, nous avons vu l'essai contrôlé où on peut donner le traitement à un groupe A et le traitement de référence au groupe B. Ça suppose que nous avons deux groupes de patients. Lorsque la maladie est chronique et stable, on peut se permettre d'utiliser un seul groupe de patients qui va recevoir successivement les deux thérapeutiques. Premier traitement, puis une période de sevrage thérapeutique qui va nous permettre d'éliminer l'effet du premier traitement, puis on va passer au second traitement. C'est ce qu'on appelle les essais en crossover ou bien les essais croisés. Est-ce que c'est clair cette notion? Pour l'essai croisé? Oui. Docteur, est-ce que vous pouvez me répéter? La condition du crossover, il faut que la maladie soit chronique et stable. Oui. Soit chronique et stable. Voilà. Donc, nous avons vu, je vais reprendre les notions que nous avons vues jusque-là pour la méthodologie parce que c'est important. Nous avons vu l'essai ouvert qui, lui, va se contenter de simples observations étant donné qu'il donne de bons résultats. On n'a pas besoin de recourir à des groupes de comparaison. Mais ça, c'est rare où on le fait. D'accord? Ça a été fait avant dans l'histoire de la médecine pour la quinine, pour la pénicilline. Actuellement, il y a eu beaucoup de controverses concernant l'hydroxychloroquine. C'est un type d'essai ouvert. D'accord. Mais en général, on procède à des essais contrôlés dans lesquels nous avons deux groupes pour lesquels on va utiliser. Donc, le premier groupe, on va utiliser le nouveau médicament et le deuxième groupe va nous servir de base de référence. La condition importante, c'est la comparabilité des deux groupes. Donc, pour que les deux groupes soient comparables,
On doit utiliser quelques-unes de ces méthodes. On peut utiliser l'appariement, donc faire des binômes. On peut faire la randomisation, donc un tirage au sort pour équilibrer les groupes. Et pour minimiser la subjectivité dans le recueil des résultats, on peut utiliser des techniques en aveugle, le simple aveugle, le double aveugle, pour avoir un minimum de subjectivité. Lorsque la maladie le permet, on peut travailler sur un seul et même groupe et lui donner successivement les 2 thérapeutiques à condition de laisser une période de sevrage thérapeutique. Donc, ça, c'est pour laisser contrôler. Voilà. Alors, il y a quelques erreurs à éviter dans la constitution des groupes. C'est pour ne pas introduire ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire pour ne pas introduire des erreurs. D'accord? Alors, le premier type d'erreur qu'on pourrait faire, c'est lorsque le médecin lui-même décide de donner le traitement au patient X et l'autre traitement au patient Y. Je connais le patient le flani, le traitement HADA, et le patient l'autre, le traitement B. Donc, lorsqu'on fait ce genre de choses, on aura introduit même inconsciemment une erreur, c'est ce qu'on appelle un biais et qui va affecter l'ensemble de l'étude. Donc, ça, c'est à éviter et on corrigera ça grâce à la randomisation. D'accord. Le deuxième type d'erreur qu'on pourrait commettre, c'est de comparer des sujets situés dans 2 services hospitaliers, 2 services différents. Par exemple, si vous prenez des patients dans un service de médecine interne du CHU Annaba et vous les comparez à des patients du service de médecine interne, je ne sais pas, je vais dire de l'hôpital Ain Berda. Ce n'est pas les mêmes patients et ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même niveau de gravité de la maladie. Donc, ça, c'est une erreur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Très bien. Ça, c'est une erreur. Donc, la première erreur à éviter, c'est que le médecin attribue lui-même les médicaments. La deuxième erreur à éviter, c'est de comparer des malades d'horizons différents. La troisième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de recruter les patients le même jour. Par exemple, je vais dire, je recrute mes patients chaque mercredi. Vous savez, par exemple, si le mercredi est un jour de marché, vous allez passer à côté d'un certain nombre de patients. Donc, évitez qu'il y ait de jours fixes dans le recrutement des patients. Voilà. Il faut éviter aussi de prendre des témoins réfractaires au nouveau traitement. Bon, là, ce sont des erreurs qu'on pourrait commettre intuitivement sans faire exprès dans la réalisation d'un essai thérapeutique et qui peuvent contaminer l'étude. Alors, pourquoi j'insiste sur la méthodologie de l'étude? Un essai thérapeutique, c'est sérieux, ça coûte cher et une fois que le médicament est mis sur le marché, ça peut mettre en danger la vie de plusieurs patients. C'est pour ça que sa méthodologie doit être rigoureuse pour qu'on puisse avoir confiance en ses résultats. Voilà. Est-ce que c'est clair pour laisser contrôler? Docteur, Est-ce que c'est vous clair? me réexpliquer la notion de prendre des patients réfractaires? Est-ce que je peux continuer? Très bien. Alors, pour ce qui est de la durée de l'essai, elle est variable en fonction de la maladie, en fonction du protocole établi. Et on peut faire ce qu'on appelle l'analyse séquentielle. Donc, cette notion, vous devez la connaître, l'analyse séquentielle. C'est-à-dire qu'on va faire l'essai et puis arrêter à un moment donné et voir. Si on a une différence réelle entre le nouveau traitement et l'ancien traitement, là, on arrête. C'est plus la peine de continuer. C'est ce qu'on appelle l'analyse séquentielle. Donc, il va permettre d'arrêter l'essai dès qu'un seuil de signification est atteint. Donc, ça, c'est pour l'analyse séquentielle. Je reprends cette notion parce qu'elle n'est pas évidente. Lorsqu'on procède à un essai, on arrête à un moment donné lorsqu'on voit qu'il y a une différence, par exemple une nette amélioration avec le nouveau traitement.
C'est ce qu'on appelle l'analyse séquentielle. Voilà, le placebo, il faudrait que les considérations éthiques le permettent, il faudrait que la maladie le permette, d'accord? Pour le placebo, il faut que la maladie ne soit pas grave parce que c'est contraire à l'éthique de laisser des patients sans placebo. Alors, comment se déroulent les essais thérapeutiques? Contrairement aux essais thérapeutiques, c'est 4 phases, d'accord? Après le laboratoire, on a le passage à l'homme. Les essais de phase 1, elle va inclure des sujets sains. On va essayer sur eux la nouvelle molécule pour voir est-ce qu'elle est tolérée, est-ce qu'elle est supportée, etc. Donc, on va étudier sur le plan pharmacologique l'absorption, la pharmacodynamique, comment c'est éliminé et quelle est sa biotransformation. C'est la phase 1. La phase 2, on va prendre un groupe restreint de sujets malades sur lesquels on va essayer le traitement. Donc, c'est un groupe restreint de sujets malades et on va voir aussi comment ça se passe, le rythme, la périodicité, la durée de prise, etc. Donc, et puis, là, c'est la phase 3 qui va venir. C'est ça, l'essai thérapeutique proprement dit. C'est la phase des essais cliniques contrôlés qui peuvent inclure plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients. Donc, il faut savoir qu'à la fin de cette phase, le médicament obtient son autorisation de mise sur le marché. Alors, cette phase doit être clairement écrite dans ce qu'on appelle un protocole. Donc, tout doit être consigné pour qu'à la fin, le médicament puisse avoir son autorisation de mise sur le marché. Donc, on doit clairement écrire les objectifs. On doit clairement définir les malades qui doivent entrer dans l'étude. Le protocole de randomisation doit être déterminé. Il faut savoir aussi que le nombre de sujets à inclure doit être calculé. OK? On doit calculer le nombre de sujets qui, normalement, est supérieur à 30. La durée de l'essai aussi, elle doit être préalablement fixée. Voilà. La conduite à tenir à l'égard des sujets qui abandonnent les traitements doit être faite aussi, ainsi que l'établissement de fiches de recueil des données. Donc, tout ça doit être consigné avant de commencer l'essai. Parce qu'une fois que la machine est en route, une fois que la machine est en route, ben, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Donc, on doit au préalable choisir les analyses statistiques à faire. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sont des éléments de spécialité. Alors, il y a un collègue qui dit quelle est la notion des patients réfractaires. Alors, il y a des patients qui sont réfractaires, c'est-à-dire qui ne veulent pas participer ou ne veulent pas prendre de placebo. À ce moment-là, il faut les éliminer de l'étude parce qu'ils risquent de nous fausser les résultats, de donner des résultats faux. Par exemple, ils savent qu'ils sont sous placebo, ils vous disent j'ai des nausées importantes ou j'ai des douleurs importantes alors que c'est faux et ils auront introduit un biais dans l'étude. Est-ce que cette notion de patient réfractaire est claire? Donc, une fois qu'on a terminé l'essai de phase 3, le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Ensuite, c'est la phase 4, c'est-à-dire que le médicament est commercialisé. C'est la phase de pharmacovigilance, c'est-à-dire que le médicament est commercialisé, mais on continue quand même à suivre et à enregistrer les effets secondaires qui n'ont pas été vus au préalable et ne pas hésiter à retirer le traitement si cela pose un réel problème à grande échelle. Voilà. Donc, c'est l'essai de phase 4, les 4 phases de l'essai thérapeutique. Donc, je reprends. La phase 1, c'est un nombre restreint de sujets sains pour déterminer la tolérance du produit. La phase 2, c'est un nombre restreint de sujets malades pour déterminer le rythme, la posologie, la durée du traitement. La phase 3,
c'est l'essai thérapeutique proprement dit que je vous ai expliqué. On peut faire un essai contrôlé, on peut procéder à une randomisation, à un simple ou un double aveugle, et qui va inclure plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients. L'essai peut être conduit dans plusieurs endroits et ce qu'on appellera l'essai multicentrique. À la fin de cette phase, le médicament obtient son autorisation de mise sur le marché. Et puis viendra la phase 4, c'est la phase de pharmacovigilance, au cours de laquelle le médicament est commercialisé, mais il continuera quand même à être surveillé et éventuellement un retrait du marché lorsque celui-ci pose problème. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? J'attends vos questions. Écrivez les questions si vous en avez, s'il vous plaît. Voilà. Ça peut décanter aussi. Essayez de décanter le cours, s'il vous plaît, parce qu'on a ensuite une deuxième séance au cours de laquelle on pourrait reprendre les notions. Est-ce que vous voulez que je vous reprenne les notions principales du cours? Je vous lis les notions principales du cours. Oui. Très bien. Donc, une fois qu'il y a le... Prenez note si vous pouvez, parce que ce sont les points les plus importants. Donc, une fois qu'on passe de l'animal à l'homme, il faut être prudent par rapport aux considérations éthiques. Sur le plan éthique, on doit avoir le consentement libre et éclairé du patient. Ça, c'est important. Pour les différents types d'essais thérapeutiques, sur le plan méthodologique, nous avons l'essai ouvert. C'est-à-dire lorsqu'un traitement est vraiment efficace, on le prend d'emblée. On est en train de vivre ça, la période du Covid, où l'hydroxychloroquine, on l'a prise sans qu'il y ait de groupe témoin. Maintenant, dans la plupart des autres thérapeutiques, c'est l'essai contrôlé. Oui, on a deux groupes qui doivent être comparables. Alors, la comparabilité, c'est très important pour qu'à la fin, les différences observées dans les résultats ne seront attribuées qu'au seul effet du traitement. Pour assurer la comparabilité des groupes, il y a plusieurs techniques. Nous avons l'appariement, le fait de constituer des paires, des binômes, d'accord? Nous avons la randomisation, le tirage au sort qui va équilibrer les sujets entre les groupes. Nous avons les techniques en aveugle, donc le simple aveugle, le double aveugle qui vont aussi réduire la subjectivité des patients. Bien sûr, il y a des spécialités où il ne les techniques à l'aveugle. Par exemple, en chirurgie dentaire, le médecin doit connaître, il doit voir, d'accord? Donc, il y a des fois où on ne peut pas. Nous avons le crossover aussi, c'est une méthode qui va éviter toute comparabilité puisque le sujet est son propre témoin. Il va recevoir la première thérapeutique et puis la deuxième thérapeutique après une période de wash-out, de sevrage thérapeutique. Et puis, il y a cette notion de placebo qui est quand même difficile à considérer. Le placebo, il faut vraiment que les conditions le permettent, que la maladie le permette pour qu'on puisse utiliser un placebo. Sans quoi, on utilise un médicament de référence, puisqu'il y en a beaucoup maintenant. On avait vu les différentes erreurs à éviter. D'accord, les différentes erreurs à éviter, comme choisir un jour fixe pour le recrutement des patients, ou bien recruter des malades dans des services de différentes gravités. Là, on va déséquilibrer les patients, déséquilibrer les groupes. La notion de durée de l'essai qui était variable, et puis cette notion d'analyse séquentielle, c'est-à-dire qu'on va procéder à un essai, et puis on va s'arrêter à un moment donné et voir si on a une différence réelle et une efficacité réelle, on va s'arrêter, c'est plus la peine d'avancer. Voilà, et puis on a vu les 4 phases. La phase 1 chez des volontaires sains, la phase 2 chez un groupe restreint de malades, la phase 3 c'est l'essai thérapeutique proprement dit, à la fin de laquelle nous avons l'autorisation de mise sur le marché, et la phase 4 c'est la phase de pharmacovigilance. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, je vais m'arrêter pour un petit moment.
et puis reprendre la deuxième conférence dans 15 minutes, à peu près, vers 10h15. Maintenant, si vous avez des questions et que je peux y répondre, il n'y a pas de souci, je reste en ligne. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous faire Merci. une confidence. C'est un petit peu frustrant pour moi de ne pas vous voir parce que d'habitude, je regarde les étudiants et je réagis à leur regard. D'habitude, ils ont des points d'interrogation dans les yeux et je rebondis tout de suite. Bon, là, c'est juste en ligne, mais bon, c'est déjà pas mal. Très bien. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez des questions par rapport au cours des enquêtes épidémiologiques d'hier, je reste à votre disposition. Il faut savoir que le cours d'aujourd'hui, les essais thérapeutiques, c'est la suite des enquêtes. Hier, ce que vous avez fait, les enquêtes transversales qui permettent de calculer la prévalence, les enquêtes de cohorte, les enquêtes cas témoins, c'est un groupe où les études se font par observation. C'est-à-dire que l'enquêteur est là, il observe et il rapporte des résultats. Dans les essais que je vous ai faits aujourd'hui, c'est différent dans la mesure où l'enquêteur intervient sur le patient. Il manœuvre sur lui, c'est-à-dire que soit qu'il lui donne un médicament, soit qu'il fait une intervention chirurgicale. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il doit être entouré d'un maximum de précautions, notamment les considérations éthiques. Mais il faudrait que vous sachiez que le cours des études épidémiologiques comprend ce que vous avez vu hier, c'est-à-dire les études descriptives et aussi les études analytiques, les enquêtes cas témoins et les enquêtes de corps. Et puis, les études par intervention qui sont aujourd'hui les essais thérapeutiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux études? D'accord. Donc, je vais vous résumer rapidement les points essentiels dans les études épidémiologiques. Donc, ce que vous avez vu hier, ce sont les études qui se font par observation. D'accord? C'est le grand volet des études observationnelles. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les études descriptives, où vous allez décrire ce qui se passe. Par exemple, si vous êtes un groupe de 100 étudiants, je veux savoir parmi vous, quels sont les sujets asthmatiques. Donc, je vous dis qui est asthmatique, oui, non, et puis c'est terminé. Je vais décrire tout simplement. Donc, les études transversales se font donc à un moment donné et permettent de calculer la prévalence. D'accord? Ça, c'est les études descriptives. Et puis, nous avons les études analytiques. Donc, c'est un autre point. C'est bon. C'est bon. Oui. Mais ça continue. Excusez-moi, ça continue. C'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, vous avez le volet des études analytiques qui étudie la relation entre un facteur de risque et une maladie. Est-ce que je peux lancer le deuxième cours ou là ça va se couper? Excusez-moi. Ça va se couper? Ah d'accord, donc je vais... D'accord, très bien. Donc, les études... Pendant une demi-heure, oui. Alors, je reprends pour les études analytiques. Les études analytiques, donc ce sont des études qui vont étudier la relation entre un facteur de risque et une maladie. Pour cela, on est obligé d'avoir un groupe de comparaison. D'accord? Les études analytiques forment deux groupes. Alors, vous avez deux situations. Vous avez les études cas témoins et vous avez les études de cohorte. Les études cas témoins forment des sujets malades et des sujets non malades et vous allez quantifier le risque entre le facteur et la maladie. On va prendre comme exemple le tabac et le cancer du poumon, comme ça vous allez être édifié. Donc, on va dire que les sujets qui fument ont 4 fois plus de risques de développer le cancer du poumon que les sujets qui ne fument pas. D'accord? Et d'où les études, elles vont quantifier le risque. Pour les études cas témoins, on prend des malades, on prend des non-malades et on va
quantifier. On analyse les études de cohorte, le point de départ est différent, c'est-à-dire qu'on va partir depuis l'exposition, et on suit les malades dans le temps et on va voir la maladie. Là aussi, ça va nous permettre de calculer le risque relatif, le risque attribuable et la fraction étiologique du risque. Ça permet aussi de quantifier les risques. Hadoum, les études que vous avez vues hier, est-ce que c'est à peu près clair? Oui. Écrivez, s'il vous plaît, je lis vos messages. Voilà. Très bien. Une fois que vous avez cette architecture, après, tout le reste, si vous voulez, c'est de la littérature, c'est du verbiage. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez cette architecture dans la tête. C'est clair qu'une étude transversale, c'est pour la prévalence, que la cas témoin et la cohorte sont des études analytiques qui vont quantifier le risque. Voilà. Alors, pour le deuxième cours, c'est l'épidémiologie des maladies transmissibles. On va le voir dans un moment. J'attends vos questions éventuellement. Alors, on me demande de l'analyse séquentielle. Je vais réexpliquer ce que c'est. En fait, l'analyse séquentielle, on a deux groupes de patients. Le premier groupe, on lui donne le médicament A, nouveau, et le deuxième groupe, on lui donne le médicament B. Donc, après, on va donner les deux médicaments et on va voir. À un moment donné, on s'arrête et on observe. On dit que le médicament A est plus efficace que le médicament B. On arrête l'étude. Maintenant, si au moment où on procède à cette analyse, on n'a aucun résultat, on va continuer et s'arrêter dans un deuxième temps et faire cette analyse séquentielle. Si le traitement A s'avère plus efficace, on arrête. Sinon, on va encore continuer. Vous avez compris cette notion d'analyse séquentielle? C'est de s'arrêter, de faire le point. Si on observe une réelle différence, on arrête l'étude. Pas la peine de continuer. Est-ce que cette notion d'analyse séquentielle est claire? Très bien. Oui. Très bien. Alors, l'autre ratio, c'est dans une étude cas témoin. C'est la mesure d'association qui va nous permettre de quantifier le risque entre un facteur de risque et une maladie. Je vais vous expliquer. Les mesures d'association permettent de quantifier le risque. C'est important de quantifier parce qu'il y a des facteurs de risque importants et des facteurs de risque qui sont moins importants. Donc, comment faire la différence entre ça? C'est grâce à l'odds ratio dans l'enquête cas témoin et grâce au risque relatif dans l'enquête de cohorte. D'accord? Par exemple, un odds ratio de 7, ça veut dire que les sujets qui fument ont un risque 7 fois plus important de développer le cancer du poumon que ceux qui ne fument pas. Et il a plus de poids qu'un odds ratio de 2, où les sujets qui fument ont un risque 2 fois plus important de développer un cancer du poumon que ceux qui ne fument pas. Donc, ça permet de peser le facteur de risque. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Le risque relatif, c'est la même chose. Hein. Le risque relatif dans une enquête de cohorte, lui aussi, permet de quantifier le risque. Et un risque relatif de 2 n'a pas le même poids qu'un risque relatif de 7 ou de 8. Ce n'est pas la même chose.
L'intérêt, bien sûr, c'est dans la prévention. On va dire à la personne, arrêtez de vous exposer à tel facteur parce que vous avez 7 fois plus de risques de développer. D'accord. Il faut savoir qu'un risque de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Lorsque l'odds ratio ou là, le risque relatif est à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Et lorsqu'il est inférieur à 1, par exemple 0,2, 0,33, ça veut dire que c'est un facteur protecteur. Quand on fait des études, par exemple, sur la vaccination ou là, sur l'allaitement maternel, on va trouver des risques relatifs et des odds ratios inférieurs à 1, par exemple de l'ordre de 0,33 ou la 0,22 ou là, ça veut dire que ce sont des facteurs de protection, ce sont des facteurs protecteurs. Vous avez compris cette notion? Facteur protecteur? Oui. Très Oui. bien, parce qu'il arrive qu'on pose la question dessus. Alors, pour les essais thérapeutiques, on peut mener des essais thérapeutiques à condition de s'entourer d'un maximum de précautions, surtout de soumettre notre travail à ce qu'on appelle un comité d'éthique qui va valider notre étude. Oui, on peut tout à fait mener des essais thérapeutiques en Algérie. Voilà, puisqu'on a un peu de temps, j'aimerais quand même insister sur la notion de groupe témoin, s'il vous plaît, qui est importante pour porter des conclusions. Donc, le groupe de comparaison est très important en épidémio. Vous l'avez vu hier dans les études analytiques, cohorte et cas témoins, où vous avez toujours des groupes de référence, où il est important que les groupes soient comparables, d'accord? On ne va pas prendre dans un premier groupe des sujets jeunes en bonne santé, puis dans l'autre groupe des sujets âgés de 75 ans et plus et comparer. C'est faux. Donc, cette comparabilité, elle est très, très importante. Donc, le groupe de référence, on l'a vu hier dans les études de cohorte et les études cas témoins. On l'a vu aujourd'hui dans les essais thérapeutiques contrôlés et quelles sont les techniques pour assurer la comparabilité des groupes. Et on le verra jeudi, Inch'Allah, dans le cours de l'investigation d'une épidémie. Oui, Tani, c'est important d'avoir des groupes de comparaison. Donc, gardez ça quelque part dans votre mémoire. Le groupe de comparaison est très important en épidémiologie pour pouvoir porter des conclusions probantes. Écrivez vos questions, s'il vous plaît. On me demande la différence entre une enquête cas témoins et une enquête de cohorte. Donc, sachez que ce sont des enquêtes analytiques, c'est-à-dire qu'elles comportent chacune d'entre elles 2 groupes et que ce sont des enquêtes qui vont vérifier des hypothèses. Je vais vous expliquer. On va dire, on a constaté par exemple que la contraception orale donnait une thrombose veineuse profonde. Point. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, on est obligé de mener soit une étude cas témoin, soit une étude de cohorte. L'étude cas témoin, le point de départ, ce sont des malades et des non-malades. C'est-à-dire qu'on va prendre des femmes avec thrombose veineuse profonde et des femmes témoins sans thrombose veineuse profonde et leur poser la question, est-ce que oui ou non vous avez pris la contraception orale? C'est l'enquête cas témoin. On prend des malades, on leur associe des non-malades et on étudie la question. L'enquête de cohorte, le point de départ est différent. On va prendre des exposés, donc des femmes qui sont sous contraception orale, des femmes qui ne prennent pas la contraception orale
et on va les suivre dans le temps. Mais là, on va les suivre longtemps. Et au bout du compte, on va voir qui a développé la thrombose veineuse profonde et qui ne l'a pas développée. Est-ce que vous avez vu, vous comprenez la différence entre les deux études? Oui. Très bien. Chacune a des avantages et des inconvénients par rapport à des avantages et des inconvénients par rapport à nos conditions, par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on veut obtenir. Mais ce sont des études analytiques qui permettent de quantifier l'association entre un facteur de risque et une maladie. Alors, l'essai contrôlé, à la différence, dans l'essai contrôlé, les deux groupes sont malades. Les deux sujets dans les deux groupes sont malades et ils ont la même maladie. Au Chili, on va appliquer un traitement A chez le premier groupe, un traitement B chez le deuxième groupe. Les deux sujets sont malades, les deux groupes, et c'est le même niveau de gravité. Par exemple, je fais le groupe 1 des sujets stade A ou le groupe B stade terminal et vous comparez. C'est le même niveau de gravité de la maladie. C'est clair pour l'essai contrôlé? La demoiselle qui a posé la question sur l'essai contrôlé? Très bien. Est-ce que c'est clair pour la différence entre les enquêtes cas témoins et les enquêtes de cohorte? Donc, toutes les deux, elles permettent de répondre à l'association entre un facteur de risque et une maladie, sauf que le point de départ est différent. Dans les cas témoins, on prend des malades et des non-malades et on va rechercher dans leur passé ce qu'ils ont pris, ce qu'ils n'ont pas pris. Et l'enquête cas témoin, c'est différent. On prend des exposés et des non-exposés et on les suit dans le temps pour rechercher éventuellement qui est malade et qui ne l'est pas. Oui, dans l'enquête cas témoin, la personne qui présente la maladie avant l'exposition, on ne peut pas savoir. Oui, c'est l'une des faiblesses des enquêtes cas témoin. L'une des faiblesses des enquêtes cas témoins, c'est de ne pas permettre justement de mettre en évidence la séquence exposition-maladie, alors que l'enquête de cohorte nous permet de voir la séquence exposition-maladie, puisqu'on est exposé, on suit dans le temps et après on observe la maladie. Effectivement, c'est l'une des faiblesses des enquêtes cas témoins. Voilà. صح نقول لك خايفة لا تكونوا يسمعوا فيا أصلا. ألو تسمعوني؟ نسمعوا فيك.
Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Vous êtes encore là? Oui. Très bien. Oui. Alors, est-ce que... Alors, j'ai un petit problème technique. Est-ce qu'on peut faire le cours sur l'épidémiologie des maladies transmissibles, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez l'avoir sur vos PC sans que je ne vous le projette. Vous l'avez? Oui. Oui, bien sûr. Vous l'avez. Alors, si vous avez l'épidémie des maladies transmissibles, essayez de prendre les diapos et je vais vous les lire sans que moi je ne vous les projette. D'accord? Parce qu'on n'arrive pas, j'arrive pas à les projeter. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'épidémie des maladies transmissibles, le cours est simple quand même, parce que c'est des notions que vous connaissez. Donc, l'épidémie des maladies transmissibles, vous l'avez tous, c'est bon? Je peux avancer? Oui. Oui, ben j'y Oui. vais. Alors, pour ce qui est de l'épidémie des maladies transmissibles, l'épidémiologie va s'intéresser aux maladies transmissibles, aux maladies infectieuses, donc, dans la mesure où elle touche un groupe de personnes. D'accord? Et elle va décrire ce phénomène en fonction du temps, en fonction du lieu et en fonction des caractéristiques de personnes. Donc, elle va bien décrire le phénomène. D'accord? Et puis, l'épidémie aussi va décortiquer cette chaîne de transmission. Elle va décortiquer la chaîne de transmission qui est constituée par le réservoir, la transmission proprement dite et l'hôte réceptif. Donc, en étudiant bien cette chaîne de transmission, on va essayer de la casser au niveau de son point le plus faible pour essayer de faire de la prévention. Donc, c'est ça l'épidémiologie des maladies transmissibles. Et puis, donc, il y a des notions que vous connaissez et sur lesquelles je vais passer rapidement. Donc, il y a la notion d'infection. Donc, lorsque le micro-organisme pathogène entre dans l'organisme et provoque des troubles. Puis, il y a la notion de colonisation, c'est-à-dire qu'il y a des microbes, mais ils ne posent pas de problème. Voilà. Il y a la notion de contagion, c'est-à-dire le passage du microbe d'un patient à l'autre. Et puis, il y a la notion de portage. On en parle beaucoup. Hein, on parle beaucoup actuellement, compte tenu du Covid, du portage asymptomatique. Et puis, il y a certaines pathologies qui nous posent vraiment des problèmes dans les épidémies, surtout, par exemple, la fièvre typhoïde. On a des porteurs asymptomatiques de salmonelle. Et là, c'est eux qui entretiennent, parfois, c'est eux qui entretiennent l'épidémie. D'accord? Et puis, nous avons la notion de seuil, le seuil pathogène. Le seuil pathogène, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nombre de micro-organismes pour provoquer la maladie. Donc, ce seuil va dépendre aussi de la présence ou pas d'un corps étranger et de l'état immunitaire du patient. Oui, excusez-moi. Je suis passée au deuxième sans passer les diapositives. Je suis passée au deuxième sans...